Et voici Fellinia, un jeu de gestion et d'enchères pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Michael Chacht, édité par Matago. Au niveau matériel, nous avons un grand plateau de jeu recto-verso. Effectivement, il y a une phase qui va servir pour les parties normales, de façon classique, et l'autre côté qui est une version expert du jeu. Hop, voilà. Et qui présente donc le port de Katzburg et l'île de Fellinia, qui est différente sur les deux plateaux. Je commencerai par vous expliquer la version classique, on va donc utiliser cette face-là. Ensuite, nous avons 4 petits plateaux individuels comme ceci à la couleur des joueurs. Chacun va choisir le sien et pourra le disposer devant lui. Chacun recevra ensuite un marqueur argent que chacun va placer sur la case 2 pour représenter l'argent qu'il va posséder au fur et à mesure du jeu. Effectivement, on fera évoluer ce marqueur sur ces cases-là. Pour l'instant, tout le monde a 2 en début de partie. Ensuite, nous avons 3 marqueurs pour les actions, les enchères. Et enfin, nous avons 10 petits personnages comme ceci, qui sont les pions marchands. Nous avons ensuite un joli sac dans lequel se trouvent des jetons carrés représentant les différentes marchandises du jeu. En début de partie, chacun va recevoir des marchandises différentes en fonction du nombre de joueurs. Il va falloir se référer à la règle pour cela. Les 5 matières premières disponibles sont les horloges, la mécanique. Ensuite, nous avons le verre, puis le vin, le tissu et enfin les livres. Vous trouverez dans la boîte une petite carte de résumé pour savoir quelles sont les ressources que les joueurs vont recevoir en fonction du nombre de joueurs. Donc si on joue à 2, eh bien ce sera ça. À 3, les 3 joueurs recevront chacun ces 2 matières premières-là. Et à 4 joueurs, chacun recevra ces matières premières-là. Une fois que chacun a reçu ses marchandises et les a placées au centre de son plateau, toutes les autres sont remises dans le sac. Sur le plateau général, il y a au port des emplacements de marchés et en fonction du nombre de joueurs, on va fermer certains de ces marchés. Si vous jouez à 4 joueurs, on les utilisera tous. Par contre, il faudra utiliser les cartes marchés fermées. Si jamais vous jouez à 3 joueurs, un des marchés ne sera pas disponible. Et si vous jouez à 2 joueurs seulement, eh bien 2 des marchés ne seront pas disponibles. Ensuite, vous trouverez dans la boîte de chouettes bateaux, comme ça, en 3D, qu'il vous faudra construire lors de la première partie, et après que vous pourrez laisser construire dans la boîte, il y a la place pour que ça tienne, et on va en placer un par emplacement de bateau au port, ici, sur les emplacements correspondants. Ensuite, vous allez trouver des tuiles spéciales bateau, il y en a avec un dos gris et d'autres avec un dos bleu. On va d'abord bien mélanger toutes les cartes à dos bleu, les poser sur la table, comme ceci, et mélanger ensuite toutes les cartes à dos marron et les poser par-dessus les autres. On peut alors tirer les 4 premières tuiles de cette pile afin de les placer sur les bateaux. Vous trouverez ensuite des jetons ronds comme ceci. Alors il y en a qui ont des chiffres séparés par un tiret, comme ces piles-là. Et ensuite vous avez un ensemble de tuiles spéciales qui ne seront pas utilisées dans la version de base du jeu. Donc en fait on va enlever ces tuiles-là. Hop. Les autres on va les retourner face cachée, on va bien les mélanger et on va les disposer sur le plateau de jeu. Sur les emplacements de l'île de Fellinia, où il y a un petit cercle représentant vos jetons en fait. Donc par exemple là, les jetons verts ici, les jetons violets là, et des jetons noirs par là. Vous trouverez ensuite un ensemble de tuiles bonus qui vont être laissées face visible et posées sur le plateau à cet emplacement-là. Puis vous aurez 2 piles de cartes, une pile de cartes trésors. Alors attention, ce sont des cartes recto-verso. D'un côté, elles présentent 3 trésors et de l'autre côté, un seul trésor. Et nous avons des cartes épices qui fonctionnent de la même manière. Donc il faudra faire attention, quand les joueurs les disposeront devant eux, soit ils les placeront sur 1, soit ils les placeront sur 3. Mais pour l'instant, on les laisse en 2 piles à disposition des joueurs à côté du plateau de jeu. Alors il est à noter que vous aurez aussi un paquet de cartes lieux mystérieux et un paquet de cartes provisions qui ne serviront pas dans les parties avec le plateau classique. Donc on peut les mettre de côté pour l'instant. Enfin, il doit vous rester une carte spéciale premier joueur que vous donnerez au joueur de votre choix pour débuter la partie.
Les joueurs sont donc des marchands qui font partie de la ville de Katzburg et qui viennent d'établir un contact avec l'île de Félinia sur lequel ils vont tenter d'embarquer des marchandises afin d'y établir des comptoirs commerciaux dans les 5 différentes provinces qui se trouvent sur cette île. Ce sera le joueur qui aura le plus de points de prospérité en fin de partie qui l'emportera. Alors, le jeu va se dérouler en différents tours de jeu. Lors de chacun des tours de jeu, il y aura 5 phases à réaliser par tous les joueurs. Premièrement, il y aura une phase d'enchère. Deuxièmement, une phase de commerce. Troisièmement, une phase d'exploration. Quatrièmement, une phase de stockage. Et enfin, une phase de préparation du tour suivant. On va effectuer environ 10 à 12 tours de jeu avant que la partie ne prenne fin. Alors, lors de la première phase, les joueurs vont faire des tours d'enchères pour acheter des marchandises qui vont se trouver dans les marchés. Alors je vous rappelle, si on joue à 2 ou 3 joueurs, il y aura certains de ces marchés qui seront fermés. Là, on va faire un exemple à 4 joueurs, ils sont tous ouverts. Et avant de débuter la partie, nous allons bien sûr mettre des marchandises à l'intérieur de ces marchés. On va donc prendre le sac, et à l'intérieur du sac, on va tirer des marchandises à raison de 2 par marché, qu'on va disposer comme ceci, face visible dans chacun d'eux. Les joueurs vont ensuite pouvoir débuter des enchères pour tenter d'acquérir ces marchandises. Alors à quoi vont servir ces marchandises? Elles vont servir à établir des comptoirs sur l'île de Félinia. Et pour cela, il va falloir obtenir les marchandises représentées sur les tuiles des bateaux. Dans notre exemple, pour ce bateau-là par exemple, il faudra 2 caisses de vin, les caisses marron, et une caisse verte qui sont les caisses de verre. Ensuite, pour celui-ci, nous aurons besoin, par exemple, de 2 caisses de tissu et une caisse d'horlogerie. Pour ce bateau-là, il faudra avoir 2 caisses marron donc de vin et une pièce. Une pièce, ça ne va pas être une marchandise, ça va être l'argent que les joueurs ont sur leur petit plateau individuel, et ainsi de suite. Donc voilà, ça nous indique un petit peu quelles sont les matières que les joueurs vont devoir récolter avant d'espérer embarquer. Pour la phase d'enchère, on va donc commencer par le premier joueur, celui qui a reçu la carte, et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table, chacun va pouvoir placer un de ses jetons d'enchère. Effectivement, en début de partie, chacun a reçu 3 jetons d'enchère, ce sera les 3 enchères qu'il pourra réaliser lors des différents tours. Lors du premier tour, le premier joueur placera un de ses jetons, ensuite on passera au joueur suivant qui placera un de ses jetons, et ensuite on refera deuxième jeton et troisième jeton. Alors, lorsqu'arrive le tour d'un joueur, que peut-il faire de son jeton? Eh bien, soit il va pouvoir d'abord le placer sur son plateau individuel. Si c'est le premier jeton qu'il place, il le placera sur la première case de son plateau individuel. Et il recevra immédiatement l'argent représenté sur ces cases. Donc là, par exemple, si le joueur rouge décide de placer son jeton là lors de son tour, immédiatement, il va gagner une pièce et on va faire donc progresser son marqueur d'argent. Si on est au moment du placement du deuxième jeton, eh bien, il placera ce jeton sur la deuxième case pour recevoir 2 d'argent, quelle que soit l'utilisation qu'il ait fait de son premier jeton. Si son premier jeton, il l'a placé là, il placera le deuxième ici. S'il l'a placé ailleurs, eh bien, il le placera quand même là, son deuxième jeton. Et pour le troisième, c'est la même chose, on le jouera soit sur cette case-là, soit sur les cases d'enchères, pour recevoir immédiatement l'argent correspondant. La deuxième option lors de son tour est de placer son jeton sur un des marchés d'enchères afin d'espérer récupérer plus tard lors de la deuxième phase les marchandises qui s'y trouvent, ou bien de placer ce jeton sur la guilde des marchands afin de pouvoir acheter des marchandises et recevoir des tuiles spéciales ou procéder à des échanges. Nous verrons ça tout à l'heure. Alors faisons un exemple. Notre premier joueur par exemple a du verre et de l'horlogerie. Malheureusement ça ne lui permet pas d'utiliser un bateau tel quel. Donc il va falloir qu'il achète des marchandises. Par exemple il pourrait viser ce bateau là qui nécessite 2 horlogeries et une caisse de livres. Il a déjà une horlogerie, il ne lui reste donc plus qu'à acquérir une horlogerie et une caisse de livres pour pouvoir partir avec ce bateau. Il pourrait donc décider lors de son premier tour de se placer ici, en se disant, allez, je vais essayer plus tard d'obtenir en fait une caisse de livres. Notre deuxième joueur a du verre et du vin. Il pourrait décider de tenter de prendre ce bateau-là. Il lui manque donc une caisse de vin et l'argent, il en a déjà puisque c'est cet argent-là qui est concerné. Il pourrait donc décider d'essayer de récupérer cette caisse-là
et donc de se placer sur ce marché. Mais évidemment, là on parle, mais normalement les joueurs ne parlent pas, donc on ne sait pas ce que le premier joueur cherche à avoir dans les deux matières premières qui se trouvent sur ce marché. Mais on peut très bien se placer sur le même endroit qu'un autre joueur. Le troisième joueur a déjà ces deux matières premières, il peut donc viser ce bateau, il ne lui manque plus qu'un tissu supplémentaire, il y a un seul tissu de disponible ici, il décide donc de se placer là. Et pour notre dernier joueur, il pourrait lui aussi décider de se placer sur le premier marché. On passe donc au deuxième tour de jeu. Notre premier joueur, le joueur jaune, pourrait décider par exemple de récupérer de l'argent car il pense qu'il va en avoir besoin. Il se place donc sur la case 2 puisqu'on est au deuxième tour de jeu et il reçoit immédiatement 2 argents de la banque. Le joueur bleu pourrait très bien décider de se mettre encore sur la même pile. Effectivement, ce sera le joueur qui sera le plus haut sur la pile qui pourra se servir en premier des matières, mais nous le verrons plus tard, il va payer ses marchandises beaucoup plus cher. Plus le pion va être haut dans la pile et plus on va payer cher. Donc il peut décider de se placer à un autre endroit et de se dire par exemple, allez, tant pis, je vais prendre du livre, ça va faire autre chose. Lorsque tout le monde a placé son deuxième jeton, on passe donc au troisième tour où chacun va placer son troisième jeton de la même façon. Alors il est à noter que si jamais vous choisissez de prendre de l'argent, donc là par exemple si le joueur jaune décide de prendre 3 pièces et qu'il n'a plus que 2 emplacements, malheureusement on ne peut pas avoir plus de 6 pièces. Et donc si on arrive ici, eh bien l'argent en plus est perdu, on ne les récupérera pas plus tard. Lorsque tous les jetons ont été placés, on passe donc à la phase 2, qui est la phase de commerce. Et là, les joueurs vont pouvoir acquérir véritablement les matières premières, en commençant par le premier marché qui se trouve en haut. On va tous les résoudre et finir par la guilde des marchands. Donc on commence par celui-là, et c'est le joueur le plus haut sur la pile qui va pouvoir, le premier, acquérir une des matières premières qui se trouve sur ce marché. Attention, chaque jeton que l'on a placé ne peut permettre de récupérer qu'une seule tuile de marchandise. Donc là, le joueur jaune choisit de récupérer soit celle-ci, soit celle-là, soit de ne rien récupérer du tout en récupérant son jeton. Alors, combien va coûter une marchandise au marché? Eh bien, ça va dépendre du nombre de jetons encore présents sur ce marché. Donc là, il y a par exemple une pile de 3 jetons, c'est au joueur jaune de commencer. Il devra acheter sa tuile 3 sous. Et donc il devra faire baisser ici de 3 sur son petit plateau individuel pour pouvoir acquérir la tuile. Donc c'est ce qu'il décide de faire par exemple. Et donc il décide de prendre cette tuile-là au nez et à la barbe des autres joueurs. Il peut la placer sur son petit plateau individuel et il récupère son jeton pour plus tard. On passe donc au deuxième joueur, le joueur bleu, qui n'a plus le choix que d'acheter cette tuile-là. Et s'il veut l'acheter, ça va lui coûter donc 2, puisqu'il ne reste plus que 2 jetons dans la pile. S'il décide de ne pas l'acheter, eh bien il récupère tout simplement son jeton. Et donc, imaginons qu'il fasse ça d'ailleurs, hop, et on passe au joueur vert, en fait, qui est le dernier. Il lui reste la tuile, s'il le veut, il peut l'acheter pour 1, et c'est ce qu'il décide de faire, par exemple, hop, il baisse ici de 1, et il acquiert la dernière tuile. Bien sûr, plusieurs joueurs peuvent refuser, et donc laisser des marchandises sur les marchés. Il récupère donc son jeton, on passe au marché suivant. Le joueur vert est tout seul, il peut donc décider d'acquérir cette matière ou cette matière pour 1. Il décide donc de payer 1 pour acheter cette matière-là, hop, qu'il ajoute sur son plateau, et ainsi de suite, on va faire les marchés un par un. Alors attention, c'est aussi pendant cette phase d'enchère, au moment où on achète les marchandises, que l'on va pouvoir immédiatement monter sur les bateaux dès qu'on a les ressources nécessaires. Donc là, par exemple, pour notre joueur jaune, au moment où il a acheté ce tonneau, il se retrouve avec 2 tonneaux et il a encore 1 d'argent. Il peut donc payer pour avoir le droit de se placer sur ce bateau. Il le fait donc immédiatement. Il va tout simplement défausser ces 2 marchandises, perdre 1 sou, pour pouvoir placer un de ces petits bonhommes sur l'emplacement disponible sur le bateau. Alors attention, il y a certains bateaux qui ont 2 places, 2 joueurs pourront s'y mettre, et d'autres qui n'ont qu'une place. Là, le joueur va se placer tout seul. Les matières premières utilisées sont remises dans le sac et on peut passer à la suite en fait du déroulement des enchères. Donc là par exemple notre joueur vert avait lui aussi récupéré de quoi à monter dans un bateau. Il a effectivement 2 caisses d'horlogerie et une caisse de livres. Il peut donc les remettre dans le sac et placer un de ces bonhommes sur le bateau gris qui se trouve là-bas.
Lorsque les deux emplacements sont libres, il va se placer sur la case la plus à l'avant du bateau, histoire d'être le roi du monde. Évidemment, si un joueur se retrouve sans argent, eh bien, il ne peut malheureusement plus acheter. Donc là, il est obligé de partir par exemple d'ici, le joueur jaune, puisqu'il n'a plus rien, il ne peut pas acheter une des deux matières premières qui se trouvent là, et c'est le joueur rouge qui peut acheter celle de son choix. Par exemple, il pourrait prendre celle-là pour 1. Il se retrouve donc immédiatement avec les 3 matières nécessaires pour pouvoir embarquer sur le bateau marron. Il s'y place. Pour la guilde des marchands, qui est donc la dernière case que l'on effectue après les marchés, eh bien ça fonctionne de la même manière. Les joueurs vont devoir payer en fonction du nombre de jetons dans la pile pour pouvoir réaliser une des deux actions se trouvant à la guilde des marchands. La première action va permettre d'échanger une de ces matières premières que l'on a sur son plateau contre une autre matière première de son choix que l'on cherchera dans le sac. Donc c'est très pratique. Et en plus de cette matière, on va recevoir une carte épice que l'on va tirer sur le côté du jeu et que l'on va placer devant soi. Alors comme je vous le rappelais tout à l'heure, si jamais vous piochez au fur et à mesure du jeu 2 épices, vous allez prendre ça, mais après vous pouvez faire de la monnaie. Si vous devez recevoir une 3e carte épice, vous pouvez en rendre une pour retourner celle-ci, vu qu'elle représente 3 épices. Deuxième possibilité à la guilde, payer un épice et un trésor, donc 2 cartes comme ceci de votre main, enfin de votre réserve, pour pouvoir acquérir une des tuiles spéciales disponibles au choix. Donc si vous faites ça, vous choisissez celle que vous voulez, vous la prenez et vous la placez devant vous. Ensuite, on peut passer à la phase 3, qui est la phase d'exploration. Alors c'est là que les bateaux vont partir, à condition qu'ils soient complets, c'est-à-dire que tous les petits cercles qui se trouvent dessus soient remplis par un personnage. Donc là, par exemple, nous avons déjà un bateau qui est rempli, puisqu'il n'y avait qu'une seule case dessus. Les autres n'étant pas complets, ils ne partent pas. Si jamais aucun des bateaux n'est complet, eh bien on passe tout simplement à la phase suivante. Sur les bateaux, il y a aussi une heure de départ de marquée. Donc là, par exemple, 6h30, 8h, 7h30 et 7h45. Si jamais plusieurs bateaux sont complets, ils partiront dans l'ordre, en fait, de leur heure de départ. Donc là, ce n'est pas le cas, il n'y en a qu'un seul qui part, donc c'est ce bateau qui va partir pour aller sur l'île de Félinia. Alors sur l'île, nous avons différents ports. Il y a 5 ports qui correspondent chacun à une région d'une couleur particulière. Donc là, par exemple, c'est le bateau marron qui est parti. Il va donc tout simplement se rendre au port marron. On va donc le placer ici. Et le ou les joueurs qui sont dessus vont pouvoir ensuite débarquer. Alors, s'il y a plusieurs personnages sur un bateau, eh bien, c'est celui qui est le plus à l'avant du bateau qui débarquera le premier, qui effectuera ces 3 actions, car effectivement, chaque marchand va pouvoir se déplacer de 3 cases, avant que ce soit le deuxième joueur qui joue. Là, il n'y en a qu'un seul, donc la question ne se pose pas. Il va pouvoir donc débarquer en utilisant un point d'action sur la première case, et dès qu'il débarque, il va pouvoir révéler face visible 2 cases qui se trouvent sur la région donnée. Donc par exemple, il pourrait décider de retourner cette carte-là, et puis je sais pas, cette carte-là, par exemple, à la vue de tout le monde. Ensuite, il va utiliser ces 2 déplacements restants pour rejoindre une des tuiles visibles qui se trouve sur la région. Donc là, comme c'est le premier à débarquer, soit cette tuile, soit cette tuile. Il fait donc son 2e déplacement, et là il va tomber sur une case spéciale. Les cases spéciales représentent des marchandises que les joueurs vont pouvoir acquérir immédiatement. Donc si le joueur tombe sur une caisse, il choisira une marchandise de son choix à l'intérieur du sac et qu'il pourra placer sur son plateau individuel. S'il tombe sur une case représentant soit de l'or, soit un trésor, soit un épice, il prendra l'épice, et s'il y a de l'argent comme ceci, il avancera son marqueur d'argent sur son plateau de jeu individuel. Donc là, imaginons qu'il décide d'arriver ici, hop, il prend une matière première, et ensuite il effectue son 2e déplacement pour récupérer cette tuile qu'il va pouvoir prendre et placer devant lui face cachée. Lorsque tous les joueurs ont débarqué du bateau qui est arrivé, eh bien celui-ci repart au départ, on va enlever la tuile qui se trouve sur lui, la défausser et la remplacer immédiatement par une nouvelle tuile tirée au hasard, enfin tirée sur le dessus du paquet de tuiles que l'on a placé de côté en début de partie.
Alors évidemment, si un deuxième joueur avait débarqué, eh bien au moment où il débarque, il aurait retourné lui aussi 2 nouveaux jetons, hop, ce qui fait qu'il y en a 3 qui sont face visible, et donc ensuite, avec ces 2 déplacements, il pourrait atteindre n'importe laquelle des tuiles face visible, même si ce n'est pas lui qui les a retournées. Lorsque tous les bateaux ont débarqué, de ceux qui sont partis dans le tour, eh bien on va pouvoir passer à la 4e phase, qui est celle de stockage. Alors c'est très simple, en fait, on va regarder si tout le monde a moins de 3 tuiles sur son plateau de jeu individuel. Effectivement, on est limité à 3 tuiles gratuites. Si jamais un joueur a une 4e tuile, il devra payer, c'est marqué sur le plateau, 2 pour pouvoir la garder. Et sinon, s'il en a trop, s'il en a plus que 3 ou qu'il désire ne pas payer, il devra défausser toutes les tuiles qu'il a en trop par rapport aux 3 gratuites. Donc on les replacera à l'intérieur du sac. Enfin, on passe à la dernière phase, qui est celle où on doit remplir en fait tous les marchés avec des tuiles. Alors cette fois-ci, à partir du 2e tour, il faudra qu'il y ait 3 marchandises par marché. Donc là, par exemple, ce marché est vide, donc on va rajouter 3 tuiles. Ici, on va rajouter 2 tuiles, et ainsi de suite. On laisse les tuiles qui n'ont pas été achetées au tour précédent, mais on ajoute de nouvelles tuiles afin de remplir complètement tous les marchés. On va bien sûr remettre des tuiles sur les bateaux qui ont été vidés lors du tour, et on est prêt pour démarrer le tour suivant. Chacun récupère tous ses jetons d'enchères. Ensuite, on passe la carte de premier joueur au joueur suivant dans le sens de l'aiguille d'une montre, et on est parti avec ce premier joueur qui va pouvoir débuter une enchère. Ou bien placer évidemment son jeton ici. Alors le jeu se poursuit ainsi de tour en tour, mais il est à savoir que l'on peut aussi vendre différentes marchandises, c'est dessiné sur le plateau de jeu, à n'importe quel moment du jeu, un joueur peut décider de vendre une épice pour recevoir 1 sou, vendre un trésor pour gagner 2 sous, ou bien vendre une marchandise pour 1 sou. Et on peut vendre évidemment autant de choses que l'on veut lors de son tour et à n'importe quel moment, je vous le rappelle. Alors on continue ainsi jusqu'à ce qu'on arrive sur une des 2 conditions de fin. La première condition de fin, c'est si un joueur embarque son dernier pion de personnage, en fait, les petits marchands comme ceci. Donc dès qu'on place son dernier pion sur un bateau, eh bien on finit le tour d'enchère qui est en cours, puisque je vous rappelle, on place les bonhommes au moment où on a assez de marchandises pour pouvoir en mettre un. Et donc, on termine quand même cette phase d'enchère, et à la fin de cette phase d'enchère, eh bien, tous les bateaux vont partir, qu'ils soient pleins ou pas pleins. Ils vont tous partir avec le nombre de personnages qui se trouvent à l'intérieur. On va effectuer la dernière phase d'exploration, et enfin, on pourra passer au comptage des points. Deuxième façon que ça se termine, si jamais on doit remplir les bateaux avec de nouvelles tuiles et qu'il n'y a plus assez de tuiles pour remplir tous les bateaux. À ce moment-là, on remplit ce que l'on peut remplir et ensuite les bateaux partent immédiatement, qu'ils aient ou non des personnages. S'il y a des personnages dessus, ils vont réaliser leur phase d'action, enfin leur phase d'exploration, pardon. Et lorsqu'on aura terminé cette phase d'exploration, on passera au comptage des points. Pour le comptage des points de prospérité, on va tout simplement révéler les tuiles de commerce que les joueurs ont récupérées au fur et à mesure du jeu, et ils vont marquer un certain nombre de points par tuile qu'ils ont récupérées en fonction de leur couleur. Effectivement, s'ils ont récupéré des cartes des tuiles avec un chiffre comme ça, 1, 4, ça voudra dire qu'ils vont marquer de 1 à 4 points par tuile en fonction du nombre de tuiles qu'ils ont. Donc si par exemple un joueur a récupéré 2 tuiles identiques, eh bien il va marquer 2 points par tuile. Donc là par exemple 1, 2, 3, 4, puisque j'en ai 2. On procède de même pour toutes les cartes qui ont un chiffre allant de 1 à 4. Si jamais j'ai plus que 4, on ne comptera au maximum que 4 points par tuile. Pour les tuiles qui ont un chiffre allant de 1 à 3, eh bien c'est la même chose, sauf qu'elles ne pourront marquer que 3 points au maximum. Donc si j'en ai une, 1 point, si j'en ai 2, 2 points chacune, si j'en ai 3, 3 points chacune, mais à partir de 4 ou plus, elles ne vaudront que 3 points chacune au maximum. Si par exemple un joueur a ceci dans sa réserve en fin de partie, eh bien là il a 3 tuiles identiques, elles valent donc chacune 3 points, donc ça lui fait 9 points. Ici il a 4 cartes qui valent 3 points chacune, donc ça fait 3 x 4, 12 points. 1 point pour celle-ci, 2 points pour celle-là, 2 points pour celle-là. Ensuite, on va regarder le plateau central et on va marquer des points en plus par rapport aux marchands placés. Effectivement, plus les marchands vont être collés les uns aux autres sur des provinces adjacentes, même si elles font
parties en fait de zones différentes, ça comptera quand même. Donc là, par exemple, ces deux personnages sont considérés comme étant adjacents. Eh bien, ça va faire marquer des points supplémentaires par marchand. Un marchand tout seul va effectivement rapporter un point. Deux marchands qui se touchent vont me faire marquer 2 points par marchand, donc là par exemple au total 4. 3 marchands ensemble vont rapporter 3 points par tuile, enfin par marchand, pardon, donc 3 x 3, 9 pour ce groupe-là. Et s'il y a plus de 3 marchands collés les uns aux autres, ce sera par contre toujours 3 qui est le maximum que l'on puisse marquer. Donc là par exemple 4 marchands qui se touchent, eh bien ils valent 3 chacun, donc 3 x 4, 12 points pour ce groupe-là. Alors attention, nous avons vu que sur la guilde, on peut acheter des tuiles spéciales bonus qui vont nous donner des bonus supplémentaires en fin de partie. Alors il y en a 3 qui ont un chiffre marqué de 1 à 4 et correspondant à une couleur de marchand. Eh bien ces cartes vont être considérées comme étant une tuile supplémentaire du type donné. Donc là par exemple si j'ai celle-ci, eh bien ça fera que chacune de mes tuiles va valoir 3 points, 3 et 3 et 3. Donc 9 au total. Et 2 autres tuiles vont donner un bonus à chacune des tuiles que l'on possède du type donné. Donc les noirs et les marrons clairs en fait vont permettre de, si on récupère cette tuile, marquer un point supplémentaire par tuile. Donc là si j'en ai qu'une, eh bien elle vaudra 2 points au lieu de valoir 1 point. Et là par exemple si j'en ai 4 comme ceci, nous avons vu tout à l'heure que normalement elles valent 3 chacune, et bien là elles vaudront 4 chacune si j'ai cette tuile. Enfin, on marquera des points supplémentaires avec les trésors. Chaque trésor va rapporter un point de prospérité à la fin. Chaque 2 épices va rapporter aussi un point. Et enfin, chaque marchandise qui nous reste encore sur notre plateau individuel va nous rapporter un point par tuile. Tout ceci est symbolisé sur le plateau de jeu pour s'en rappeler en cours de partie. Donc ça, c'est les points par rapport aux jetons de commerce qu'on récupère. Un point par trésor, un point par 2 épices et un point par marchandise. C'est évidemment le joueur qui aura le plus de points de prospérité qui l'emporte. En cas d'égalité, on regardera qui a le plus d'argent encore disponible sur son plateau et c'est celui-là qui l'emportera. Alors, quelques petites précisions tactiques. Effectivement, sur le plateau de jeu, à côté des différents ports du jeu, sont représentées la répartition des tuiles de commerce qui ont été placées face cachée en début de partie. Donc là, par exemple, pour le port vert, on sait qu'il y en aura 4 de ce type, une de ce type et une de ce type. Donc ça peut vous orienter par rapport au pays si vous voulez récupérer des tuiles identiques. Autre précision pour les bateaux. Effectivement, chaque bateau qui va se rendre dans un territoire en particulier, donc c'est-à-dire tous les bateaux qui se rendront dans le port violet, par exemple, auront besoin d'une marchandise violette. Donc ça peut vous donner une petite indication par rapport aux marchandises à tenter de récupérer pour l'arrivée des bateaux suivants, par exemple. Si vous voulez vous concentrer dans une région, eh bien il va falloir vous concentrer sur une couleur de marchandise en particulier. Dernière précision tactique, les dernières tuiles que l'on va placer sur les bateaux sont les tuiles avec un dos bleu. Et bien chacune de ces tuiles représente un bateau d'une couleur différente, donc va se rendre en fait dans une région différente et nécessite à chaque fois 2 marchandises de la couleur du bateau plus une pièce. Elles sont toutes identiques, donc ça peut être aussi une indication à connaître. Alors pour les règles avancées, on va utiliser l'autre face du plateau de jeu où l'île de Félinia est beaucoup plus étendue et on va juste se rendre sur une petite partie où les provinces sont réparties. À la réserve d'épices et d'or, vous allez pouvoir ajouter les cartes de provision que l'on va aussi placer à côté. Vous prendrez aussi les cartes lieux mystérieux qui seront bien mélangées et disposées aussi à côté du plateau face cachée. Et dans le stock de jetons commerce classiques, vous allez ajouter les jetons commerce spéciaux que nous avions mis de côté pour la partie en version classique. Alors, dans les tuiles, vous allez trouver cette tuile spéciale qui, lorsque vous la récupérez, vous permettra de gagner immédiatement un or. En plus de ça, vous placerez le jeton devant vous et à chaque fois que vous passerez par un symbole or sur l'île, eh bien vous allez gagner un or supplémentaire par rapport à celui qui est marqué.
Il y a la même chose avec les pièces. Pour cette tuile-là, quand vous allez les récupérer, vous gagnez une pièce, vous la laissez devant vous, et à chaque fois que vous passerez sur un symbole pièce, vous gagnerez une pièce de plus. De la même façon, celle-ci vous permet de gagner une carte provision, et à chaque fois que vous passerez sur un symbole de provision, de gagner une provision supplémentaire. Pour celle-ci, c'est le jackpot. Si vous la tirez, vous allez pouvoir prendre une carte or, une marchandise tirée du sac au hasard, une provision et une pièce. Par contre, vous défaussez ce jeton après utilisation. Celle-ci vous permettra de gagner 2 points par carte provision que vous avez récupérée pendant le jeu. Effectivement, les provisions normalement ne rapportent pas 2 points de victoire, sauf avec cette tuile. Celle-ci vous permettra de marquer 1 point de victoire par épice, au lieu de 1 point pour 2 épices. Là, chaque carte épice vous rapportera 1 point. Celle-ci vous permettra de marquer 2 points par marchand isolé que vous aurez envoyé sur l'île. Normalement, un marchand tout seul ne rapporte qu'un point. Et bien, grâce à cette tuile, ils vaudront tous 2 points. Et enfin, cette tuile vous permettra de marquer 1 point de prospérité supplémentaire par carte lieux spéciaux que vous récupérez au fur et à mesure du jeu. Alors évidemment, toutes ces tuiles seront mélangées et placées face cachée sur les emplacements, comme sur la première version, mais grosse différence, après qu'on a effectué tout ce placement, on va retourner face visible toutes les tuiles du jeu. Le jeu va ensuite se dérouler de la même manière, sauf qu'il va y avoir une action supplémentaire disponible à la guilde. Effectivement, on pourra échanger une marchandise contre une autre marchandise et une carte provision, au lieu que ce soit seulement contre une carte d'épices. Ensuite, pour la phase d'exploration, ça va toujours se dérouler de la même manière, sauf que là, on ne révèle pas des tuiles, vu qu'elles sont déjà toutes révélées, et qu'il y a des emplacements représentant des marchandises. Lorsqu'on tombe sur un symbole de marchandise, on va immédiatement gagner une carte marchandise. Toujours pareil, si on a 3, on va retourner la carte pour montrer que l'on possède 3 marchandises. On peut faire de la monnaie. Alors, à quoi vont servir les marchandises? Eh bien, elles vont permettre de gagner un déplacement supplémentaire par carte que l'on dépense. Effectivement, normalement, un joueur va avoir 3 déplacements, 1, 2, 3, par exemple, là, il gagne une carte or. Et s'il veut effectuer un 4e déplacement pour se retrouver sur une tuile et la récupérer, il devra donc dépenser une carte de marchandise. Alors attention, si un joueur ne finit pas son déplacement sur une tuile pour la récupérer, donc là s'il décide de ne pas utiliser sa carte de marchandise, eh bien malheureusement il est aussitôt défaussé et il repart dans la réserve du joueur. On ne peut pas finir son déplacement sur une case qui n'est pas occupée par un jeton. Il y a aussi des emplacements de lieux mystérieux. Si un joueur tombe sur un tel lieu, eh bien il va piocher 2 cartes sur le dessus du paquet de cartes lieux mystérieux. Il va pouvoir choisir celle qu'il désire garder, et l'autre sera replacée sous le paquet de ces cartes. Alors ces cartes de lieux mystérieux sont des cartes qui vont fonctionner un peu de la même façon que les jetons commerce, c'est-à-dire qu'elles vont vous rapporter des points qui sont marqués dessus. Donc là, en fait, si vous avez une seule carte de ce type, à la fin, elle vous rapporte 1 point. Si vous en avez 2 de ce type, chacune des cartes vous rapportera 2 points. Et si vous en avez plus que 2, chacune des cartes vous rapportera 2 points, par exemple. Alors voilà, il y a différents types de lieux mystérieux à trouver, mais attention, il y en a certains qui ont un symbole de marchandise de dessiné en dessous. Pour avoir le droit de les garder, vous devrez avoir dans votre réserve le jeton correspondant qu'il vous faudra défausser dans le sac pour avoir le droit de garder la carte. Donc après avoir montré aux autres joueurs ce que vous avez choisi, vous avez le droit de la laisser face cachée devant vous. Les autres devront se rappeler de ce que vous avez récupéré, de la même façon que pour les jetons commerce qu'on place aussi face cachée devant soi. À n'importe quel moment on peut vérifier ce qu'on a, mais par contre on n'a pas le droit de vérifier les possessions des autres joueurs. Il faut donc faire appel un petit peu à sa mémoire aussi pour savoir ce que les autres ont. Alors évidemment, lorsqu'on va piocher les tuiles, si jamais on pioche 2 tuiles qui demandent quelque chose et que l'on n'a ni l'un ni l'autre, enfin les cartes pardon, eh bien on sera obligé de défausser les 2 cartes sous le paquet sans rien prendre en tant que lieu mystérieux. Le reste du jeu se déroule exactement de la même façon que pour la première version, sauf qu'en fin de partie, il faudra évidemment ne pas oublier de compter les points de victoire pour les lieux mystérieux, plus éventuellement les bonus qu'on aura récupérés, pour savoir qui l'emportera.
Voilà donc pour Félinia, un excellent petit jeu tactique et avec pas mal d'enchères. Ce principe d'enchère est assez original. En plus, il faut prévoir en fait les marchandises à récupérer pour les tours suivants et pour aller sur l'île. Enfin voilà, il y a plein de tactiques différentes à découvrir en y jouant. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.